Maintenant, pour revenir sur quelque chose, M. Jean-Luc Billon, certes, a des ambitions. Son ambition, c'est de gagner. Moi, je dirais non, je ne pense pas. Il suit la doctrine de Coubertin, hein, d'accord? Il veut participer. Parce qu'on a vu, on a parlé de ce sondage en off tout à l'heure où il a 2%. Donc, pour l'instant, donc il faut véritablement que... Comme tu viens de le mettre en in, dis clairement, c'est quel sondage? Oui, de Messina Group, de Messina Group, voilà, qui est un groupe américain qui a sorti une étude entre le 23, d'accord, le 29 et le 3 septembre, dont on a M. Billon qui est à 2%. C'est qui a demandé ce sondage? Alors, peu importe l'auteur, hein, même si c'est M. Tidiane Thiam ou même M. Billon, hein, moi, même M. Laurent Gbagbo. Alors, l'orientation celui qui demande un sondage n'influence pas, en fait, d'accord, le groupe. Hein. Il paie et puis on fait le travail. Ben non, il pose les questions. Parce qu'en fin non, c'est pas lui qui non, les échantillons sont faits selon le groupe de sondage. Non, les échantillons sont faits selon le groupe de sondage. Oui, mais effectivement, l'orientation de la personne qui paye, il dit voici ce que je veux. Donc je prends un exemple. Si Ipsos en fait un sondage. Non, demande pas à quelqu'un. Si moi je demande à Ipsos. Mais Ipsos demande un sondage, mais Ipsos quand il demande un sondage, il y a un classement. Donc en fait, celui qui est en premier n'influence pas Ipsos. Alors on va revenir sur ce qui est très important. On connaît la portée des sondages. Mais je vous comprends. Vous êtes là pour M. Billon. Bonsoir à tous. Jean-Luc Billon peut-il incarner le vote utile face à Alassane Ouattara? C'est le sujet de notre débat du jour en compagnie d'Eloge Bonrou, c'est bien ça, représentant de Jean-Luc Billon en France. Bonsoir. Alors bonsoir déjà, mais il faut dire que Eloge Bonrou, représentant politique de Jean-Luc Billon en Europe. En Europe. Voilà. Merci pour la précision. Jean-Paul Leroux, président de l'Union des journalistes citoyens en France. Bonsoir, président. Bonsoir, Caroline. Insa Toumoula, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Maître Didier Kakou, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Et en duplex, Jean-Yves Doué, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Hello, je me tourne vers vous. Comment vous avez vécu la décision du Conseil constitutionnel qualifiant votre champion pour le scrutin du 25 octobre prochain? Au fait, je la qualifie de décision sage. Sage, parce que Jean-Luc Billon, il y a longtemps qu'il s'est préparé pour être candidat à cette élection. Donc, si le Conseil constitutionnel décide aujourd'hui que Jean-Luc Billon fasse partie des personnes pour affronter l'électorat, c'est une bonne chose pour nous, parce qu'on s'est battu depuis longtemps pour ça. Insa? Alors, je dirais, c'était évident. Bon, je ne dirais pas que c'était évident, mais bon, c'est une grosse surprise hein, pour un premier essai de M. Jean-Luc Billon. Bon, après, il y a des questions naturellement à se poser. Hein. On a toujours la question sur l'efficacité de certains candidats pour le parrainage. Je pense que pour le camp de Jean-Luc Billon, c'est une heureuse nouvelle. Voilà. Président Jean-Paul Leroux. Oh, pour moi, ce n'est pas pour sa qualification, pour qu'il ait été retenu pour cette élection, ce n'est pas une surprise. Jean-Luc Billon est un homme, est une personnalité politique ivoirienne qui est implantée, un, dans sa zone, et deux, qui est connu au plan national. C'est sinon c'est le premier employeur après l'État du Côte d'Ivoire. Avec son personnel uniquement, il aurait pu avoir des parrainages. Et puis, deuxièmement, je crois, les tumultes qui sont nés de l'élection de Tidiane Thiam à la présidence au PDCI, l'a fait davantage connaître au sein de l'électorat PDCI, certainement dans toute la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais, à côté de ça, ajouter le fait que une personnalité comme Tidiane Thiam, ses ambitions ou son ambition présidentielle n'est pas d'aujourd'hui. Tidiane Thiam ou Jean-Luc Billon? Jean-Luc Billon, okay. Désolé. Il n'est pas né d'aujourd'hui. Bon, c'est tous les mêmes, mais c'est les enfants, ce que moi j'appelle les enfants du nid de Cocody. C'est les enfants des grands types à l'époque qui étaient les... Voilà. C'est assez réducteur, quand même. C'est pas réducteur, c'est cette façon de voir les choses qui arrivait à un moment où ceux-là, qui étaient, comme je le dis, ils sont les enfants des grands types du pays en Côte d'Ivoire, à un moment, ont pensé ou pensent toujours qu'ils sont des ayants droit du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Donc, dans le cas de Jean-Luc Billon, il y a bien longtemps que, depuis son retour des États-Unis,
il s'est toujours imaginé, il a toujours nourri cette ambition. Je crois qu'il s'est préparé pour avoir ce destin national. Et comment ça s'appelle, Maître Didier Kakou, c'est sous la bannière du Congrès démocratique CODE hein, qui sera candidat. Certains ont remis en cause sa participation aux élections du fait que l'appareil PDC ne le soutiendrait pas. Là, il a envoyé un message fort en disant « Vous avez vu, moi, sur le parrainage, je peux tracer mon sillon quand même. » Alors, les parrainages, c'est une chose. L'élection avec au moins 4-5 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire, c'est une autre paire de manches à laquelle M. Jean-Louis Billon doit évidemment se préparer. Et puis, cela pose la question du vote utile. Comment on vote en Côte d'Ivoire? C'est la question que je souhaiterais aborder ici sur ce plateau. Qui vote-t-on? Pour qui l'Ivoirien lambda vote-t-il? Bien, on viendra dans le... Du vote, on aura l'occasion de parler dans le fond. Et vous, Jean-Yves Doué? Non, par rapport à la candidature de Jean-Luc Billon, c'était prévisible. Il s'est préparé depuis longtemps par rapport à cela. Il a même donné la stratégie du recueillement de tous ces parrainages. Voilà, il a mis en avant ses entreprises, il a mis en avant tout ce qu'il a eu comme, je vais dire, tout ce qu'il a comme entreprise, il a mandaté, ou bien du moins il a délégué le personnel, je crois, de toutes ces entreprises à pouvoir, il les a démarchés pour pouvoir recueillir tous ces parrainages. Donc pour moi, c'est pas quelque chose d'étonnant. Mais ce qui sera plutôt étonnant, c'est la suite du débat, c'est-à-dire lorsqu'on parlera c'est-à-dire je veux dire, de la statue de l'homme en tant que président et c'est clair, donc on aura la possibilité de revenir là-dessus. Merci Jean-Yves. Monsieur Loge, dans quel état d'esprit se trouve votre champion aujourd'hui? En fait, actuellement, Jean-Louis Billon est dans un état d'esprit vraiment libre et pour mener sa bataille à cette élection, puisqu'il nourrit cette ambition depuis des années. Donc aujourd'hui, on s'organise et lui, de son côté, il s'organise aussi pour mettre en place effectivement la stratégie de conquête du pouvoir. Jusqu'au bout, il a revendiqué son appartenance au PDCI-RDA. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de sa part de partir sur ce label, ce mouvement de code-là? Non, il n'a pas forcément été frustré. Il a peut-être, ça l'a touché certainement, parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours battu, qui s'est toujours réclamé, qui revendique son appartenance au PDCI. Bon, mais vous savez, en général, quand des personnes où vous souhaitez qu'ils vous accompagnent, si ces personnes ne sont pas prêtes à vous accompagner, vous trouvez d'autres alternatives. Et c'est cette alternative qu'il a trouvée avec le code qui l'accompagne aujourd'hui pour ces élections. Mais toujours est-il qu'il en appelle toujours aux militants du PDCI, je dis bien aux militants du PDCI, de l'accompagner effectivement dans cette aventure. C'est une chose intéressante, aux militants. Donc, il ne parle même plus à... Ah non, il doit parler aux militants. Aux militants du PDCI, maintenant, s'il y a, comment on appelle ça, des entrevues avec l'appareil dirigeant, mais les militants sont beaucoup plus importants. La rupture est consommée, monsieur, il faut le dire, s'il part avec le label, le code Congrès démocratique INSA. Oui, pour moi, effectivement, il y a une pomme de discorde qui existe, ça on ne va pas se nier, mais c'est vrai que pour le représentant de M. Bonrou, en fait, il a effectivement raison, parce que là, on est effectivement dans un contexte électoral, il faut s'adresser aux militants du PDCI, parce que les militants du PDCI, certains militants du PDCI, et même l'ensemble des militants du PDCI, connaissent comme Jean-Luc Billon comme une personne qui a œuvré dans ce parti. Par contre, j'aimerais revenir sur un élément parce que j'ai entendu M. Doué et M. le Président aussi évoquer le fait que M. Jean-Luc Billon est démarché auprès de ses salariés. Moi, j'ai un problème d'éthique. Non, mais véritablement, j'ai un problème d'éthique. Pour moi, être chef d'entreprise et voir ses salariés pour des parrainages, ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu parce que si Jean-Louis Billon est dans un dispositif, je pense, de rupture de l'ancienne façon de faire de la politique, cette démarche-là, pour moi, elle n'est pas louable. Elle n'est pas louable. Alors, je peux rebondir là-dessus, rapidement. Moi, je vais rebondir un peu là-dessus. Je l'ai entendu à deux reprises, moi, personnellement. Il faut aussi préciser que non, Jean-Louis Billon n'a pas uniquement démarché, il n'a même pas démarché déjà, il n'a pas parlé de son personnel. Ça, c'est l'avis de M. Auro. C'est son avis et c'est l'avis... Non, mais c'est important quand même de... Il n'a pas démarché, il n'est pas allé vis-à-vis du personnel. C'est un avis qu'il émet. Sinon, Jean-Louis Billon, je finis, je vais finir rapidement. Jean-Louis Billon allait voir les Ivoiriens. La preuve, il a organisé une tournée avant le parrainage, il a organisé une tournée à travers la Côte d'Ivoire, surtout à l'Est et au centre, pour demander le parrainage des Ivoiriens. Venez, parrainez-moi, je suis le candidat
du peuple, et c'est tout. Donc maintenant, quand on parle du moins des employés de SIFCA, sans donner le nom, merci. mais je vous dis que non, ce n'a pas été le cas. Jean-Luc Bion a allé vers les populations, et ça c'est l'avis de M. Oro. Il faut une petite précision, enfin, je ne l'ai jamais vu parler de mettre en avant son statut de chef d'entreprise. Jamais. Vous me direz... Voilà, c'est ça. Jamais, il n'a jamais parlé de mettre en avant. Il fallait quand même revenir. C'est une réflexion que nous avons faite. Moi, j'ai dit, il avait la possibilité de mobiliser une partie ou son personnel ou ses personnels pour aller récolter. Mais on n'aurait même pas dû en parler de son personnel. On parle de la Côte d'Ivoire. Mais ça reste l'électorat aussi. Non, mais c'est un électorat. C'est un électorat. Oui. Et cette possibilité-là, ils sont près de 38 000 ou 48 000. On n'a pas les chiffres exacts. Moi, j'avais les chiffres. À peu près 38 000, voilà. Effectivement, direct, et vous avez à peu près de 43 000, 50 000 personnes de façon indirecte. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Et puis, Jean-Luc Bion, quoi qu'on puisse dire, Jean-Luc Bion, c'est un enfant du PDCI, il le revendique, il ne peut pas en faire, ça ne sera pas autrement. Il part, c'est vrai, c'est un peu frustré que son parti politique d'origine ne l'accompagne pas, mais au-delà d'aller à la conquête du suffrage de tous les Ivoiriens, il va nécessairement parler au cœur des militants du PDCI. Et leur dire un certain nombre de choses qui va peut-être récolter leur sympathie, leur empathie pour pouvoir l'accompagner à cette élection. Ça va être un exercice difficile pour lui, hein, ça, il faut l'admettre, vu ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui a été dit entre-temps depuis décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, tout n'est pas en faveur de Jean-Luc Bion. Un certain nombre, je dirais même de cadres du parti, accuse Jean-Luc Bion d'être à la base aujourd'hui des difficultés qu'a vécu Tidiane Thiam. Voilà, donc c'est une autre paire de manches. Ça va être difficile pour lui au niveau de l'électorat du PDCI, mais je pense qu'il sait et il a compris qu'une élection présidentielle, ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire de tout. Monsieur le Président, sur le PDCRDA, certains disent qu'il aurait pu participer aux 2 conventions pour investir le candidat. Il ne l'a pas fait. Jean-Yves Doué. Non, déjà, avant de revenir déjà sur ce que je disais tout à l'heure, moi, c'est pas des on-dit. J'ai entendu de la bouche du candidat, il a lui-même dit. Et donc, je pense qu'on aura la possibilité, à un moment, de faire remonter la vague et puis de revoir ces vidéos-là, mais pas aujourd'hui, mais je vais m'évertuer à refaire sortir ces vidéos-là. Donc ça, c'est dit. Vous parlez de quoi? Du démarchage, de parrainage de la part de ses employés? En fait, dans lui, sa stratégie, il avait dit qu'il avait la possibilité parce que Jean-Luc Bion, il dit, il est le... Bon, en tout cas, j'ai pas le verbatim qu'il a utilisé, mais c'est ce que ça voulait dire. Et donc, je dis que je vais chercher les vidéos. Puisqu'on n'a pas les vidéos. Et je vais faire ressortir cette vidéo-là. Moi-même, je vais m'évertuer à ça. En tout cas, M. Borou demande vos propos. Moi, je demande ses propos parce qu'au fait, vous n'avez pas les vidéos et vous venez tenir une information capitale devant l'opinion. Je l'ai moi-même entendu. Voilà. Non, mais il n'y a aucun problème même d'éthique. Non, au fait, c'est même pas ça. Le problème, ce serait quand même emmerdant. Ce serait emmerdant. Jean-Yves, nous serons preneurs de la vidéo à l'issue de l'interview, de l'émission. Jean-Luc Bion, il a toujours revendiqué être ivoirien et il va vers les Ivoiriens, il va leur demander les parrainages. Donc aucune volonté de démarcher. Non, aucune volonté intrinsèque à Jean-Luc Bion de dire non, je vais voir mes employés. Parce que les employés, il n'est pas dépositaire de ses employés. Si maintenant nous considérons que Jean-Luc Bion est le patron des employés, d'accord, oui. Mais il ne peut pas dire dans les 43 000 personnes qui travaillent pour Jean-Luc Bion, ben, il y en a d'autres peut-être qui sont RHDP, qui sont TAN, qui sont PDCI. Mais on a un problème de parrainage. Voilà. Le parrainage, c'est ivoirien, c'est élargi. Le parrainage, il est citoyen. Voilà, c'est un parrainage citoyen. Je peux parrainer Maître Didier Kapou et voter Rose Belou. Je suis tout à fait d'accord, mais à partir du moment où non, il ne faut pas avancer ça. Moi, je ne suis pas d'avis qu'on a. Non, c'est pour ça qu'on a... Voilà, vous avez démenti. Non, mais c'est important. C'est une information importante. Moi, je pense qu'on aura besoin de vérifier cette information. Il faut retirer ce alors, le parrainage, il est politique. Non, il faudra... Le parrainage, il faudra... Il est citoyen dans la mesure où moi, Jean-Paul Oro, si j'accorde mon parrainage à Maître Kapou, ça veut dire que je trouve nécessaire et utile que Maître Kapou... Mais ça, c'est différent. Mais quand il y a une volonté d'aller chercher comme ça, là, il y a un problème, à mon avis, président. Bon, enfin, je pense que sur le plateau de plus d'accord, c'est pour ça qu'on est... Il y a un rapport, excuse-moi, c'est important. De dominer un dominant.
non. Il y a un rapport même d'influence parce qu'il peut être hiérarchique. Oui, c'est une influence. Voilà, il y a un rapport. Effectivement, il y a un rapport d'influence. Il faut savoir que le parrainage, s'il vous plaît. On l'a pas dit que le parrainage, il est politique. C'est comme si ils sont obligés. C'est comme si les employés sont obligés de dire que si on ne parraine pas le président, je perds mon emploi. Dans le cas de son Monsieur Borou, qui est son représentant, a démenti l'information. Non, l'information, elle est démentie. Je ne suis pas d'accord avec Les ça. employés ne sont pas dans les 17 régions du Côte Ah d'Ivoire. ben exactement, merci. Et Ils peuvent aussi influencer les 17 régions parce qu'ils sont originaires d'un petit peu partout, monsieur le président. Jean-Yves apportera ses preuves, monsieur. On va avancer. On va avancer. Maître Didier Kakou-Kéchou a dit sur le fait de participer sur le label de code pour cette élection. Non, c'est Et surtout, sûr. je parlais de la convention, le fait que voilà, il n'a pas participé aux deux conventions. Alors, C'est ça la question. moi, oui. Je pense que M. Jean-Louis Billon, dans sa stratégie, n'a pas anticipé les déboires rencontrés par M. Thiam. C'est une erreur. Puisqu'aujourd'hui, on voit que M. Thiam, dans son parcours, a commis quelques bourdes qui, malheureusement, lui valent de ne pas compétir. M. Jean-Louis Billon aurait peut-être dû s'armer d'un peu de patience, participer au jeu politique interne, et ça lui aurait évité de se voir jeter l'anathème par les militants du PDCI-RDA. En participant aux deux conventions, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de devenir président du parti, quitte à se faire battre, il aurait démontré sa discipline militante, il aurait évité d'être considéré aujourd'hui, Jean-Paul le disait tout à l'heure, comme celui qui est l'instigateur d'une dame comme Valérie Yapo pour les différents procès politiques qui ont été intentés donc au président du PDCI. Et donc oui, pour répondre précisément à la question, il aurait, je pense, dû s'inscrire dans cette discipline militante-là et participer à un jeu politique interne au sein de son parti. Je ne vais pas parler par la place de M. Bonrou. Je pense que vous reprochez que les conditions n'étaient pas réunies pour... Non, mais il a toujours dit qu'il faut réunir des conditions afin de participer à une convention. Pour moi, et pour sa part, il a dit, tant que les conditions ne sont pas réunies, je ne participe pas à une convention. Et ça, il a dit, il a toujours maintenu cette position. Est-ce qu'il estime aujourd'hui que les conditions de l'élection présidentielle sont meilleures que celles du c'est ces mêmes conditions qui prévalaient lorsque le PDCI a présenté des candidatures pour avoir des députés à l'Assemblée nationale? Pas forcément. Non, mais ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Mais oui, mais voilà, en fait, donc, Monsieur Borou, vous nous ramenez en fait, d'accord, dans un contexte en fait de 2020-2021. Oui, là, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où Monsieur Jean-Louis Billon se présente. Participe aux élections présidentielles. Participe aux élections présidentielles. Et élections présidentielles dont la plupart des candidats disent que les conditions ne sont pas réunies. C'est eux qui le disent. Les mêmes conditions, pourquoi ils ont déposé les candidatures? Alors, mais ils ont déposé... déjà, de base, on peut déposer sa candidature, d'accord, même si les conditions ne sont pas réunies. Et si la CEI les acceptait, qu'est-ce qu'il ferait? Avec les si, moi, j'emploie la phrase... Non, c'est ce que je dis. J'emploie la phrase de M. Alassane Dramane Ouattara qui dit avec des si, on peut construire des châteaux. Exactement. Voilà, nous sommes dans un contexte... Il y a quelque chose qui est très clair. Les élections présidentielles, d'accord, en Côte d'Ivoire ne sont pas les élections, d'accord, d'un parti politique au niveau du PDCI. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, nous savons déjà qu'il y avait des tractations politiques. C'est ça. Voilà, bien avant, la preuve, il y a eu un médiateur de l'ONU qui est passé voir M. Jean-Louis Billon, même ce week-end. Mais ça a produit quoi? Ah non, mais ça, je ne sais pas. Il y a des tractations, d'accord, politiques. Il y a des tractations politiques pour que le cadre soit harmonisé, pour qu'il y ait une transparence, pour que tout le monde soit unanime. Enfin, moi, ma condition, sans vous interrompre, quand vous parlez des conditions... Alors, moi, je dis... Non, mais oui, mais je vais partir tout de suite pour dire que quand on dit... les conditions, quand les autres disent que les conditions ne sont pas réunies, mais au même moment où les conditions ne sont pas réunies, ils se sont empressés pour déposer des candidatures à la CEI. Ah non, ils ne se sont pas empressés. Non, mais ils ont bien déposé les candidatures. Mais bien sûr. Est-ce qu'ils ont déposé les candidatures? Le fait de déposer les candidatures n'empêchait pas qu'il y ait des tractations politiques. Non, mais est-ce qu'ils ont déposé des candidatures? Mais absolument. Donc, est-ce que le fait de déposer des candidatures cautionne les conditions de valider un peu les conditions? Non, mais la rhétorique, c'est que... Attends. Là, le fait de déposer la candidature, en 2020, on a Béziers qui avait déposé sa candidature, on a Afin-Nguessan qui avait déposé sa candidature, ils étaient candidats, mais ça ne les a pas empêchés de faire le CNT. Je pense que le PDC, le RHDP, ou du moins, pour ne pas jeter, je vais dire, le propre sur l'institution en elle-même, la candidature du PDCI et du PPAC étaient des candidatures, déjà, ils étaient dans leur stratégie. On est candidat, et puis une fois qu'ils sont candidats, maintenant, ils pourront maintenant faire leur boycott. Voilà. On peut aussi envisager ce truc-là, cette stratégie-là. Donc, pourquoi vous pensez que le fait qu'ils soient allés déposer leur candidature, ça montre qu'ils voulaient aller aux élections? On dépose la candidature, il ne faut pas demander aux autres qu'ils ne considèrent pas la légitimité.
Parce qu'on demande aujourd'hui, vous demandez pourquoi est-ce que Bion il dépose sa candidature. Est-ce qu'il considère que les conditions sont réunies? C'est ce que vous me posez comme Oui, parce qu'il n'a pas déposé sa candidature pour une élection interne en considérant que les conditions n'étaient pas réunies. M. Billon l'a affirmé de lui-même. C'est vous qui... Alors, vous nous dites que M. Billon corrobore que les conditions sont pas réunies. Que les conditions ne sont pas réunies pour les élections au PDCI, donc ne se présentera au PDCI, mais encore vous l'avez dit. Alors, voilà tout à pourquoi fait. nous faisons une projection sur le cas des élections présidentielles. Parce que les Donc, conditions... pour résumer, il y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire qu'au sein du PDCRD. Comment est-ce que je peux Il y a plus de démocratie et de transparence dans les élections ivoiriennes que... Là, vous posez une colle pour dire que... Non, je vous avais toujours dit à chaque fois, je vous dis, moi, je ne suis pas des instances du PDCI. Je vous ai toujours dit ça. C'est le Parti démocratique. Que je suis le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, mais sauf que moi, en tant que représentant des Bion, présentant Bion comme mon candidat aujourd'hui, le PDCI, c'est une autre paire de manches. Mais sachant que moi, mon candidat, il me dit, écoute, je ne participe pas aux conventions que le PDCI a instituées parce que je considère, de mon plein avis, que les conditions ne sont pas réunies pour moi d'y participer. C'est une fuite en avant, Maintenant, quand on parle de conditions, est-ce que vous me posez la question de savoir, est-ce que les conditions sont réunies aussi pour participer aux élections présidentielles? Non, on parle, il y a un paradoxe, en fait, qui a été évoqué par ça, en fait, tout à l'heure. C'est une corrélation. Vous avez évoqué un point assez intéressant. Et moi, c'est pour ça que je suis revenu sur le point de dire, ben, tiens, si les autres ont déposé leur candidature, si même ils ne considèrent pas que les conditions sont réunies et ils ont déposé leur candidature, ce n'est pas à Bion qu'on interdirait de déposer sa candidature. Non, on parle de son schéma de réflexion. Effectivement. Il n'est pas parti au PDCI parce que les conditions ne sont pas réunies pour lui. Transparentes n'étaient pas réunies. Au nom de cette grille, au nom de cette approche-là, nos co-débatteurs disent s'il est parti aux élections présidentielles, c'est que là-bas, les conditions sont réunies au sein du PDCI. Mais là, c'est les élections présidentielles. Là, c'est les élections présidentielles. Pour répondre à cette question-là, c'est ça. C'est la différence. Les élections en interne, dans un parti, et les élections présidentielles, il y a une grande différence. Et c'est les élections présidentielles. Donc, moi, mon candidat, il a trouvé que pour lui, il est temps de participer, quelles que soient les conditions, réunies ou pas réunies. Là, vous nous donnez un autre point, quelles que soient les conditions. À ces élections et d'aller de l'avant. D'accord, c'est une assertion qui diffère en fait. C'est une assertion qui diffère de ce qu'il avait dit auparavant. Qui diffère du PDCI, j'ai dit bien du PDCI, oui. Mais Bion, il s'est apprêté déjà pour être candidat à l'élection présidentielle, que les conditions soient réunies au sein pour la Côte d'Ivoire tout entière, il y participera. Donc on pourrait se dire aussi avec cette analyse-là que M. Billon avait décidé, quoi qu'il en coûte, de partir être candidat. Mais il a déjà dit. Non, partir être le candidat, même sans être... Non, mais c'est ce que je m'apprêtais à dire en fait. Oui, Billon, lui, celui du PDCI. Dès le début. Que ce soit PDCI ou pas, je serai candidat. Que les élections ont été claires au PDCI ou quoi que ce soit. Moi, je serai candidat. Cette élection présidentielle-là. Il avait coché dans son agenda, il était certain. Billon préparait l'élection depuis près d'une décennie déjà. Monsieur Bonrou. Non, doucement, je dis qu'il préparait l'élection depuis une décennie. Allez-y, monsieur le président. Peut-être comme c'est un candidat indiscipliné, comme dit certains. Je rigole. Non, c'est pas de la discipline. Je rigole. Pour prolonger la pensée de maître Didier Kakou, mais en réalité, pour moi, je suis convaincu d'une chose. Billon vient à cette élection de 2025 là pour prendre date. Il veut prendre date avec les Ivoiriens. Parce qu'une élection aussi, c'est cela. Je me souviens une fois, après les élections de 90, moi qui étais encore jeune étudiant, Laurent Gbagbo disait qu'il fallait qu'il aille à cette élection et il sait pourquoi il y est allé. Parce que, en ce moment, on lui posait, les journalistes avaient posé la question du fait qu'il ait trahi ses amis de la coordination, ils avaient ensemble décidé de ne pas aller aux élections. À Korogo, ils avaient décidé de ne pas aller aux élections de 90. Il dit qu'il fallait qu'il le fasse. Et voilà ce que ça lui a permis. Lors de sa campagne, il a parcouru tous les hameaux de Côte d'Ivoire. Et il a pu se faire connaître par les Ivoiriens. Et il a pu connaître les Ivoiriens. Il a connu les réalités du pays. Et ça lui a servi aujourd'hui, je pourrais dire, dans son parcours jusqu'à devenir président de la République en 2020. Je pense que Jean-Louis Billon est dans cette logique. Monsieur Barou nous dira, il est là aujourd'hui. Non, c'est vrai, quand on va à une élection, il est bon de dire, il est de bonne aloi de dire aux Ivoiriens ou de dire aux électeurs que je viens pour gagner. On ne peut pas être candidat à la défaite. Ça ne se dit pas. Si tu le dis, tu te tires une balle dans les deux pieds. Mais pour moi, aujourd'hui, autour de ce plateau,
pour moi, Bion est visiblement intéressé de découvrir la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi lorsqu'il allait récolter ses parrainages, mais ça a été un grand moment pour lui, je l'imagine, hein, parce que je le disais tantôt, Bion est un enfant du C'est un ancien ministre, pas besoin non, on est ancien ministre, on est président du plus grand groupe agro-industriel de Côte d'Ivoire. Peut-être il y a des réalités qu'on ne touche pas du doigt. En tout cas, tu es ministre que tu ne connais pas la réalité de ton pays, il y a un problème. Il y a des réalités qu'on ne touche pas du doigt. On peut savoir qu'on a des fiches techniques, on sait qu'il y a tel pourcentage de ceci, tel pourcentage de cela, mais quand on est sur le terrain et qu'on voit une famille, peut-être qui avec 1000 francs mange à un repas, à son seul repas par jour, ça c'est des réalités qu'on touche du bout du doigt. Quand on arrive dans certaines localités, qu'on voit des enfants qui se promènent sans chaussures, juste avec un caleçon, sans t-shirt, c'est des réalités qu'on touche du doigt. J'imagine que Jean-Luc Bion, un enfant du lit de Cocody, comme j'aime à le dire, un enfant qui a passé Je ne sais pas si tu as fait le Cocody d'abord. On va vérifier cette affaire. Donc, vous, président, c'est une candidature quoi, de tourisme un peu, quoi, quelque sorte. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, il prend date avec les Ivoiriens. Il est intéressé aujourd'hui par réaliser son destin national, ou aussi il est intéressé par le destin. Mais bon, on nous dira tout à l'heure si c'est bien le cas. Jean-Yves. Oui, en fait, mais déjà même la Bion, c'est-à-dire de base, moi je pense qu'il faudrait aussi qu'on s'interroge sur, je ne sais pas si la candidature de Bion en elle-même c'est pour être président, parce que si c'est pour être président, moi je pense que c'est déjà mal parti. C'est déjà mal parti, pourquoi? Parce que, regardez, on a eu des personnalités comme, je dirais, Ahmed Bakayoko, on a aujourd'hui Adama Bictogo, qui, en fait, pour monter dans le capital, c'est parti des gens, des Ivoiriens, ils mènent des actions. Vous voyez? Et donc, ce sont ces personnes-là. Aujourd'hui, Adam Abitoukou, on sait que c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Ouais, mais quand même, ça ne l'a pas empêché c'est-à-dire de mener des actions sociales, d'aller. Aujourd'hui, il est sur la scène. On voit plus Adama Bictogo dans ses œuvres, on voit plus, je dirais, on voyait plus Amel Bakayoko dans ses œuvres. Aujourd'hui, Bion, on sait tous que Bion, je veux dire, il a beaucoup d'argent, bon, il peut faire beaucoup de choses. Mais est-ce que aujourd'hui, là, Monsieur Bongo peut nous dire aujourd'hui, Bion a mené des actions pour, je dirais, des actions à l'endroit de certains Ivoiriens, des actions même concrètes qui ont fait que, quelque part, les gens ont pu dire, ah, Bion il est présidentiel, Bion, c'est quelqu'un qu'on voit à la présidence, c'est quelqu'un qu'on... Est-ce que Bion a mené des actions? C'est ce que moi, je veux savoir. Alors, pour compléter votre question, je pense que c'était aussi l'une des affirmations du président du PDCRDH, notre confrère Alain Foucault, qui disait de manière très véhémente qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez deux questions. D'abord sur la candidature, le centre de la candidature de M. Bion, et puis ses actions pour les Ivoiriens. En fait, quand on aborde le sujet de la candidature de Bion, ce n'est pas une candidature, comme vous l'avez dit tout de suite, une candidature de tourisme, non. C'est une candidature il a réfléchi à ce processus depuis très longtemps. Bion, il a dit qu'il va être candidat, ça fait une décennie aujourd'hui, depuis plus de 10 ans qu'il le dit. Et nous sommes en 2020. Donc, si sa candidature a été acceptée, ça a été préparé depuis des années. Donc, ce n'est pas une candidature de tourisme, c'est une vraie candidature pour apporter aux Ivoiriens et surtout à la jeunesse de notre pays aujourd'hui ce qu'ils attendent. Ça, c'est vrai déjà. Maintenant, quand il s'agit des actions que Bion a menées, vous savez, il y a des gens qui mènent des actions sur le plan médiatique. On doit tout le voir parce qu'on dit, bon, mais tiens, il fait ça, mais est-ce qu'ils le font d'eux-mêmes? Ben non, Bion, il mène des actions. Bion, c'est la personne, à travers, comme on parlait tout à l'heure, à travers les entreprises, qui a construit des centres de santé partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et comment on appelle ça? Des forages qui se retrouvent un peu dans pas mal de régions de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce à l'action de Bion. Grâce à l'entremise, effectivement, de la fondation que dirige aujourd'hui son épouse. Donc, à travers ces actions. Donc, on n'est pas là chaque fois pour chanter sur les réseaux sociaux, comme je le vois, oui, Adama Bictogo, aujourd'hui, avec les jeunes, on dit quoi, là, dernièrement, Morel est sorti d'Ando pour le dire entre-temps. Si ça, c'est des actions, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de l'auberge. Il faut mener des actions réelles qui impactent sur la vie réelle des Ivoiriens. C'est ça qui est important. Et ça, c'est le travail de Bion. Et il l'a fait depuis des années. Je ne vais pas en citer. On aura l'occasion d'en parler et de faire... Au moment de la campagne. Non, mais je pense que vous devez citer pour faire la promotion de Bion. Ben, je suis en train de faire la promotion, mais je vais au fur et à mesure. En fait,
laissons les histoires de il ne veut pas se Bion, il veut conquérir, je veux dire, le fauteuil présidentiel. Donc c'est le moment de montrer ses actions, c'est Vous le moment aurez de ça dire bientôt, voici ce que puisqu'on va j'ai le fait, publier voici aussi ce sur qu'il les a fait. réseaux sociaux. Voilà, c'est plus le moment de se cacher, je veux dire. C'est ce que je dis, il n'y a pas de souci. Dès bientôt, vous aurez sur les réseaux sociaux ce que Bion fait ou ce qu'il a fait au préalable. Merci Carly de me redonner la parole sur cette question-là. C'est un problème de jauger ce que vaut un homme politique à ce qu'il offre. C'est ça. C'est Bourdieu qui disait que Pas ce qu'il offre, à ce qu'il donne. Oui, à ce qu'il Ah, donne. En termes numéraires, Exactement. Et ça, c'est un drame. Ouais, effectivement. C'est un drame. Je suis à 100% C'est la politique du vent, ça. Je suis à 100% d'accord. Bourdieu disait que les hommes politiques agissent pour être vus. Monsieur Billon a peut-être fait le choix de la discrétion, puisqu'il y a des dons qui emportent la dignité d'un certain nombre de personnes. Vous donnez, et puis avec la caméra de l'autre. Et ça, c'est gênant. Et en Côte d'Ivoire, ce qu'il doit aujourd'hui advenir dans des consciences collectives, c'est ce que ces hommes politiques sont en capacité d'apporter en termes d'idées, en termes de projets. Monsieur Billon, je ne crois pas que ce soit une candidature de tourisme. J'en suis convaincu. Quand on va rencontrer Henri Konan Bédié en 2018 et qu'on lui fait part de ses intentions, c'est parce qu'on a pensé un projet. J'ai eu l'occasion de l'écouter il y a quelques semaines sur un space sur Twitter. Il a eu l'occasion de décliner un certain nombre de points qui seront repris durant la campagne présidentielle à venir et qui font qu'il a toute légitimité, après avoir occupé un certain nombre de fonctions en Côte d'Ivoire, pour se porter candidat devant le peuple de Côte d'Ivoire. Il aura l'occasion de verbaliser tout ce qu'il peut apporter en tant qu'homme politique, en tant que futur président de la République, et il appartiendra au peuple de le juger sur pièce, de le juger sur ce qu'il aura à présenter. Donc, le réduire à ce qu'il donne, puisqu'on a cette allusion facile-là, oui, il ne partage pas d'argent, donc il n'est pas présidentiable, pour moi, non. Il faut sortir vraiment de ce sentier-là, aller vers un sentier un peu plus haut, un peu plus élevé, s'intéresser à ce que... Je me permets de faire une petite précision. Jean-Yves, je vous pose la question. Peut-être que moi, dans ma réflexion, votre question, c'était plus sur le bilan politique, parce qu'on sait qu'il était ministre du Commerce et député. C'est un peu ça votre question, ou c'est plus dans les actions humanitaires? Non, c'était le bilan social. C'est plus dans les manifestations. On va l'écouter, il va préciser sa question. Le type populaire et visible. Là, je parle de tout. En fait, là, maître, vous me dites que ce que vous dites là, c'est dans l'idéal, c'est ce qu'on aimerait avoir, c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut avoir. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire réelle. Aujourd'hui, mais le clientélisme politique, ça existe. On voit des gens qui disent que si tu n'es pas truc là, tu libères le tabouret. Si tu n'es pas avec nous là, on ne va pas. Jean-Yves, vous êtes dans l'une des plus grandes démocraties au monde. Vous avez déjà vu le président Macron ou Attal faire campagne avec des billets de banque dans la rue? Ce que je dis, par rapport à la sociologie ivoirienne, qui veut aller loin ménage sa monture. Mais est-ce que c'est le président des Ivoiriens par rapport à ce qui se fait dans l'environnement ivoirien? Est-ce qu'il a réussi à s'adapter? C'est eux-mêmes, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de personnes qui disaient que le président Thiam, il n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le quotidien des Ivoiriens, il ne s'est pas adapté, il a fait combien d'années à l'extérieur? Quand tu fais beaucoup d'années à l'extérieur, là, tu ne maîtrises pas l'environnement ivoirien. Mais ceux qui maîtrisaient là, ce sont les Bion là. Bion dit il maîtrise, non? Ça maîtrise là, c'est ce que moi je demande. Du moment où il maîtrise là, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il agit pour impulser une nouvelle dynamique, un nouveau courant de pensée. Ok, donc vous avez précisé votre question, parce que moi j'avais une autre aussi. Non, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, là, vous êtes revenu sur les dires. Alors, vous êtes revenu sur les dires de M. Thiam, et c'est intéressant. Parce que je me rappelle d'une émission aussi sur une chaîne que je ne citerai pas, où M. Ahmed Bakayoko a eu à poser la même question sur l'incapacité de M. Billon de tenir son ministère. Voilà. Et moi, ça m'a fait un petit peu froid dans le dos, d'accord, qu'un collègue ou un ex-collègue, ayant travaillé dans le gouvernement, il dit cela. C'est vrai, effectivement, ce qu'il dit, le clientélisme politique depuis quelques années en Côte d'Ivoire est devenu une mode. Si je reviens à ce que Monsieur le Président disait tout à l'heure, Laurent Gbagbo en 90, je ne pense pas que Laurent Gbagbo en 90 distribuait des beignets ou des petits pains aux Ivoiriens. Mais les Ivoiriens étaient disponibles à l'écouter, parce qu'il y avait une certaine façon de faire la politique. Ce qui est intéressant, pour répondre à ce que, en fait, Jean-Yves dit, il faut assumer sa façon de faire la politique, d'être en banc de rupture. Le problème, quand on se tait
Et des gens tiennent ce genre d'argument, on a l'impression que dans le silence, on corrobore. Un monsieur comme Assali Timoko ne distribuait pas des petits pains en fait à Tia Salé. Il a amené une impulsion, une nouvelle façon de faire la politique. Donc cette nouvelle façon de faire la politique là, de refaire même la politique en Côte d'Ivoire, il faut l'assumer parce que depuis que le RHDP est aux affaires, ils ne font que faire ça. Dans certains meetings, on appelle une personne, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vends des bananes. Alors je te donne 3 millions. Mais ça ne se fait pas. Dans une république, on ne fait pas cela. On a vu le ministre Diawara en plein amphithéâtre sorti une enveloppe d'argent où les étudiants disaient non, on ne veut pas. Mais aujourd'hui, dans le subconscient des Ivoiriens, les Ivoiriens ont accepté cela. Maintenant, pour revenir sur quelque chose, M. Jean-Luc Billon, certes, a des ambitions. Son ambition, c'est de gagner. Moi, je dirais non, je ne pense pas. Il suit la doctrine de Coubertin, hein, d'accord? Il veut participer. Parce qu'on a parlé de ce sondage en off tout à l'heure où il a 2%. Donc, pour l'instant, il faut véritablement que... Comme tu viens de le mettre en in, dis clairement, c'est quel sondage? Oui, de Messina Group, de Messina Group, voilà, qui est un groupe américain qui a sorti une étude entre le 23, d'accord, le 29 et le 3 septembre, dont on a M. Billon qui est à 2%. C'est qui a demandé ce sondage? Alors, peu importe l'auteur, hein, même c'est M. Tidiane Thiam ou même M. Billon, hein, même M. Laurent Gbagbo. Alors, l'orientation celui qui demande un sondage n'influence pas, en fait, d'accord, le groupe. Hein. Il paie et puis on fait le travail. Non, il pose les questions. Parce qu'en fait, non, c'est pas lui qui pose les questions. Les échantillons sont faits selon le groupe de sondage. Non, les échantillons sont faits selon le groupe de sondage. Oui, mais effectivement, l'orientation de la personne qui paye, il dit voici ce que je veux. Donc je prends un exemple. Si Ipsos en fait un sondage. Non, demande pas à quelqu'un. Si moi je demande à Ipsos. Mais Ipsos demande un sondage, mais Ipsos, quand il demande un sondage, il y a un classement. Donc en fait, celui qui est en premier n'influence pas Ipsos. Alors on va revenir sur ce qui est très important. On connaît la portée des sondages. Mais je vous comprends, vous êtes là pour M. Billon. Lui, il essaie dans son développement. Laisse-le poursuivre son développement. Alors, pour revenir à ce que je suis en train de dire, c'est très important. On veut entendre Jean-Luc Billon. Je remercie en fait Maître Kakou qui a dit sur un réseau, il a entendu M. Jean-Luc Billon dire des choses. Mais ces éléments-là, il ne faut pas les négliger. C'est très important. Quand M. Bonrou nous dit, par exemple, qu'il y a une fondation où il y a des forages, il y a des actions qui sont faites, on ne demande pas en fait une pluie de communication, mais c'est quand même important de dire que M. Jean-Luc Billon est dans le peuple et il n'est pas un enfant du nid des cocodis comme M. le Président. Exactement. Certains enfants du nid. Non, il n'a pas. Je vais vous donner une information. Est-ce que vous me permettez de vous donner une information? Non, j'ai une petite information. Monsieur Bonrou, rapidement, il était président, s'il vous plaît. Monsieur Oro, président Oro, j'ai une petite information à vous donner. Jean-Luc Billon, il est allé à l'école déjà à Bobo. Oui. C'est Madabobo, il est allé à l'école là. Tout à fait. Oui, ça c'était au collège. Donc ce n'est pas une question du nid des cocodis. Bon, donc c'est quelqu'un merci pour la précision scolaire. Il a fait un beau gars. Il a pris même des bacs à Et nous saluons le cocodie, tous les enfants. Effectivement, il a fait une partie de son cycle secondaire. Mais tenez compte de ça aussi quand même. Mais il est clair que c'était l'enfant du nid des cocodis. Tout le monde sait le nid de cocodis qui va là-bas. Mais ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. En même temps, non, mais c'est le retiré du peuple. Monsieur Jean-Louis Billon ne s'en cache pas. Voilà. Bon, mais pour finir, tout simplement pour dire que, en réalité, c'est vrai qu'on les appelle les Golden Boys à l'Assemblée nationale. Ils ont un petit groupe. Là. Voilà. En réalité, je le dis toujours, je le pense vraiment. Pour moi, Jean-Louis Billon sait que cette élection, il ne la gagnera pas. Ah, mais il ne la gagnera pas. Pour moi, il le sait. Il estime qu'il est encore jeune, je crois qu'il doit avoir 62 ans. Et toute l'énergie qu'il met là. Ça, ouais. Non, peut-être que 2030, c'est bon pour lui, il le sait. Et il veut trancher avec, je dirais, la vieille génération. Ce que Maître Kakou vient de dire, qu'a accompagné à Toumblanc, c'est ça en réalité. Il faut que le discours politique change. Cette question de venir distribuer. C'est vrai que chez nous, en Côte d'Ivoire, on est habitué à ça. Hein. Les élections lors de la campagne, c'est le temps où, le moment où on mange et on boit à l'œil. Mais en même temps, c'est le moment où les gens volent à l'œil. Parce que très souvent, les gens on ne fait pas la politique avec son argent personnel. Tout à fait. On le sait, on l'entend, on le voit. Moi, je l'ai déploré lors des prix congrès du RHDP. Ça a été fait avec l'argent public. Ouais. Ouais, je dis, mais quand je voyais les voitures en vidéo, les voitures d'immatriculation jaune qui partaient en ville. Ils vous ont répondu, non? Ils vous ont répondu Oui, je sais qu'ils nous ont répondu, mais bon, c'était des réponses. Donc, quand je dis cela, et puis j'accompagne ceci avec la version de l'approche de Jean-Yves. Mais justement, c'est à Jean-Louis Billon de développer ce nouveau discours, ce nouveau langage-là, et dire aux populations,
Il ne s'agit pas de venir ici distribuer pain, boîte de sardines pour que vous votiez pour moi ou distribuer des touches pour que vous votiez pour moi. Voilà mon projet. Moi, il y a un truc qui m'a séduit la dernière fois quand il était ici à Paris, je crois c'était en décembre. Au 21 décembre. 21 décembre 2024. Il a dit une chose. Il dit 95% des entreprises en Côte d'Ivoire sont étrangères. Ceux qui rapportent le 80% qu'il faut 80% du PIB sont étrangers. Lui, quand il sera président, là, les entreprises qui vont bénéficier largement des marchés publics et de la commande publique seront des entreprises des Ivoiriens. Pour moi, c'est super important qu'aujourd'hui, la richesse produite par notre économie reviennent aux Ivoiriens. Ça, Président, on viendra dans le fond lorsqu'on parlera, des programmes rapidement. Oui. C'est quelque chose qui m'a séduit chez Jean-Louis Billon et j'espère que ça va être super important. Là, s'il vous plaît, là, on parle de l'élection de 2025. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est dans la projection de 2030. Si c'est dans la projection de 2030, non, okay, on est dans 2025. Je viens, on peut prôner ce discours-là. Aujourd'hui, on dit Jean-Louis Billon veut être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il veut être président. Qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, il y a un système qui est en place. Pour voir, ok, on souhaite que ce système-là change. C'est tout notre souhait. Mais pour le changer, on fait quoi? Est-ce que c'est le moment de prôner, c'est-à-dire que ce changement-là de dire, voici comment on va faire les choses? Est-ce que ce discours-là sera entendable par les Ivoiriens? Okay. Les gens, en ce moment-là, ils sont habitués à quelque chose. Moi, je pense humblement, que pour changer ce genre de choses-là, il faut déjà, c'est-à-dire épouser cette, pas se mettre, pas prendre cette vision-là comme c'est-à-dire la vision qui doit se faire normalement, mais rentrer dedans, se servir de ça pour rentrer dans le système. Et une fois qu'on est dans le système, maintenant, on pourra le détruire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc, sortons de ce monde utopiste et puis... non, c'est la culture fondamentale. Vous défendez le clientélisme. Ce que Jean-Yves dit, moi, résonne avec une question, avec une interrogation qu'a produit tout à l'heure Maître Kakou dans sa première prise de parole. Mais en même temps, ce que Jean-Yves dit est une réalité. Mais est-ce que cette réalité, parce qu'elle est réelle, on ne cherche pas à en sortir? C'est comme la corruption. La Côte d'Ivoire est corrompue. Est-ce qu'on doit tolérer la corruption? La question de qui vote, comment on vote. On est près de la moitié de l'électorat ivoirien est analphabète. Oui. Quelles sont les références de choix politiques? Est-ce que ce ne sont pas des références de type ma région, ma tribu, mon ethnie? Moi, je le dis clairement. Il n'y a pas de questionnement. Le vote ivoirien, il est profondément ethnique. Bien, ça c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Mais c'est mon point de vue qui est fondé sur un certain nombre de réalités. Oui, président. Moi, je pense qu'on va, au fait, Jean-Yves, si je veux le rejoindre... Moi, il pas laissé finir mon développement. Mais il m'a dit que... Allez, M. Borou, par exemple. C'est lui qui a l'honneur aujourd'hui. Voilà, donc je suis venu défendre mon candidat ici. Parole de M. Billon, peut-être. C'est le plateau des journalistes, mais je suis venu défendre mon candidat. Laissez-moi la parole pour que je puisse me libérer quand même quelque part. Au fait, Jean-Louis Billon, je comprends effectivement ce qu'il dit, Jean-Yves. Vous savez, c'est la Côte d'Ivoire. C'est notre Afrique. Et au sein de notre Afrique, il y a des comportements qui sont difficiles à laisser tomber. C'est le rachat des voix, l'achat des consciences. Ça existe, c'est vrai. C'est vrai que mon candidat ne se penche pas là-dessus pour dire « ouais, moi, voici ce que je dois faire, ben écoutez, voici les billets des banques ». Non, ce n'est pas ça l'objectif. Jean-Louis Billon, aujourd'hui, il dit « moi, je veux être président de la Côte d'Ivoire pour bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire ». Une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, en GME, ça veut dire ce qui s'est passé au préalable, nous allons laisser tomber ça. La façon dont nous gérons, ou certaines personnes ont géré, à partir de la mauvaise gouvernance, ce pays, il faudrait que nous mettions ça sous le boisseau pour pouvoir avancer. C'est son objectif. Permettre aux jeunes aujourd'hui, parce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est les jeunes qui doivent en bénéficier. Les personnes âgées aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est de dire, d'aller vers ces jeunes-là pour dire, ben, je te donne un billet des banques, ou bien tu es handicapé, ben, je te fais ça. Mais au moins, on peut compter 15 000 handicapés. Si tu fais ça pour un seul handicapé, tu n'as pas vraiment résolu le problème. Il faut le faire de façon globale. Et c'est le projet de Jean-Louis Billon qui va être développé au fur et à mesure de la campagne. On va éventuellement le développer avec les questions pointues dont on en débattra certainement. Bien sûr. Voilà. Donc son projet aujourd'hui, c'est de bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Et pour répondre à la question... Beaucoup disent que son projet aussi, c'est d'accompagner Alassane Ouattara vers le 4e. Ah bah ça possède ma question. Et donc du coup, est-ce que M. Billon, c'est le thème de l'émission, peut incarner le vote utile? Vous avez
une minute pour répondre, hein. Faire un tour de table. Moi, je veux juste rebondir sur quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Billon, qui est reconnu comme un homme en fait, dans les affaires et autres, je sais qu'entre 2015 et 2017, en fait, on avait 2600 milliards en fait, d'une de ces filiales, en fait, d'accord, en termes de redressement fiscal, dont on avait quelques suspicions en fait, politiques. On a eu aussi en 2010. 200 millions ou bien 2000? Non, 2000. Je vais pas en 2000 milliards. 2600 milliards, précisément 2300 milliards en termes d'accord de redressement, plus les pénalités en fait, qui étaient de 300 milliards supplémentaires. En 2018, on a eu sa propre structure, en fait, qui a eu 91 milliards. Est-ce que ces éléments-là aujourd'hui ne sont pas une sorte d'épée de Damoclès pour que M. Jean-Louis Billon ne se lâche pas véritablement? Parce qu'on sait que M. Jean-Louis Billon n'est pas quelqu'un qui est soustrait de l'écosystème ivoirien. Il est dans le monde des affaires. Il doit comprendre beaucoup de réalités. Moi, ce qui me reste comme... Je suis quand même dubitatif parce que M. Billon est quand même silencieux. Maître Kakou parlait de corruption, de tous ces éléments. Il reste quand même silencieux. Je pense qu'il doit être quand même au parfum de pas mal de choses. Est-ce que, comme le disait le président, il n'accompagne pas cette fois-ci M. Ouattara, peut-être espérant avoir une promesse comme l'autre avait certainement une promesse de la part de M. Ouattara, je vais parler de M. Thiam, pour 2030. Il n'y a pas de promesse en tant que telle. Mais au fait, je peux répondre tout de suite. Allez-y, il faudrait répondre à ma question thématique. Allez-y, M. Borou. Cher Atoumban, Oui. pour vous dire sincèrement, ça c'est dans le cœur de Billon. Vous l'aurez sur votre plateau. Ça, c'est des questions certainement personnelles. Voilà, il va répondre. Voilà, il va y répondre. Rassurez-vous, il viendra bientôt. Avec plaisir. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Billon, il part sur une nouvelle donne pour la Côte d'Ivoire. Son objectif, c'est de changer tout ce qui s'est passé au préalable, qui n'était pas bon, surtout en matière de mauvaise gouvernance. Donc, quand quelqu'un parle de mauvaise gouvernance, c'est qu'il parle de la corruption endémique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bien. Président, est-ce qu'il peut incarner ce vote utile face à Alassane Ouattara? Jean-Louis Billon. Vote utile face à Alassane Ouattara, moi, je ne pense pas vraiment. Comme je l'ai dit, Billon regarde l'avenir, il regarde 2030. Mais aujourd'hui, Billon, il est RHDP compatible. Donc, voilà. Vous allez fâcher M. Borou. Monsieur le Président. Jean-Yves Doué. Oui, en fait, Billon, au sein même de sa formation politique, je pense il s'est créé, je dirais, beaucoup d'ennemis, dans le sens où, avec les Valérie Yapo qui sont proches de lui et qui ont mené le président Thiam en justice et tout. Donc, je pense que au sein même de sa formation politique, il a quand même baissé en estimité dans la tête des militants. Mais en dehors de ça, au sein aussi du PPACI, ce n'est pas le PPACI, ce sont pas les militants du PPACI qui vont soutenir Billon. Voilà, donc je veux dire que quand tu regardes tout ça, lorsqu'on a tous ces éléments-là, on ne peut pas dire que Billon sera un vote utile. Moi, je pense que Billon, il se présente juste, comme le président le disait, peut-être pour préparer 2030, mais même en 2030, je ne pense pas que ça puisse le faire aussi. Hein. Je ne pense pas. Vous êtes très pessimiste. Carlyle, est-ce qu'on peut répondre à cette question du vote utile sans revenir sur la question de qui vote quoi, pour qui, pourquoi? En fait, c'est indétachable. Le vote, il est, comme le président l'a dit en Côte d'Ivoire, ethnique. Je suis du Nord, je vote pour Alassane Ouattara à 95%. Je suis du Centre, je vote pour le PDCI. Et puis, vous avez 3 partis forts derrière qui soutiennent cette logique sociologique du vote ivoirien. Et donc aujourd'hui, M. Billon, qui est enfant du PDCI-RDA et qui a pris cette distance avec ce parti, ne bénéficiera pas du soutien du PDCI-RDA. Il ne bénéficiera davantage pas du soutien du RHDP puisqu'il n'est pas membre de ce parti. Même logique pour le PPACI. Et résultat, qui reste-t-il lorsqu'on sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour gagner une élection présidentielle, il faut être soutenu par un parti fort? En tout cas. Oui, c'est son diagnostic, il est, pour ma part, je dirais, je suis à 50-50, hein, parce que Billon est dans la trempe de ceux qui viennent pour la rupture. Il y a une nouvelle génération de personnes. C'est vrai qu'on a eu en fait une vie politique assez schématisée. C'était l'autre de l'Ouest, l'autre du Nord et autres. Mais Billon fait partie de la trempe de la nouvelle génération. Il faut avoir une nouvelle approche. Malheureusement, nous sommes dans le choix même déjà des candidats, nous sommes dans une situation qui est assez compliquée. Parce que les candidats qui sont issus des grands partis trouvent que certaines personnes ont été favorisées au détriment de ceux-ci. Donc, M. Billon, on ne l'entend pas. Moi, franchement, M. Billon, je ne l'entends pas. Je l'entendais même sur la période de décembre, il était assez audible. Mais aujourd'hui, M. Billon, on ne l'entend pas. Qu'est-ce qu'il Il fait des tournées, non?
Mais il a fait des tournées. Oui, mais les tournées, il n'y a pas véritablement d'écho, comme ce fut le cas en décembre. Par exemple, il a même fait sa tournée aussi ici, Monsieur le Président. En parlait, il y a beaucoup de personnes qui sont allées, qui n'étaient même pas du PDC, qui sont allées découvrir. Écoutez ce que M. Billon dit. Et voilà, bon, ce n'est pas sa stratégie, c'est surtout que l'écho de l'exclusion des candidats du Front commun effectivement prend... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que Jean-Luc Billon, c'est un opposant, messieurs? Jean-Luc Billon, normalement, jusqu'à preuve du contraire, Jean-Luc Billon se situe au centre du guet aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est un opposant? Opposant ou non opposant? L'opposant n'est pas un statut. Non, il est opposé au régime d'Alassane Ouattara. Au régime d'Alassane Ouattara. Sur quel élément? Mais répondez à ma question. Moi, j'ai été choqué aussi sur une interview de M. Billon. Je ne vais pas encore mentionner la chaîne. On lui a posé clairement qu'est-ce que vous reprochez à M. Ouattara? Mais M. Billon est resté, il est resté là pendant 3 minutes, il ne disait rien. Et ensuite, il a dit, bon, il a fait du bon travail, il est passé à autre chose. On veut entendre, quand Khalil parle d'un opposant, effectivement, M. Ouattara a un bilan. Qu'est-ce que M. Billon, d'accord, a à proposer ou critique sur le bilan de M. Ouattara? On ne l'entend pas. On ne l'entend pas, M. Bongo. Au fait, aujourd'hui, Billon, qu'est-ce qu'il peut reprocher? Il reproche à Ouattara, au régime de Ouattara, il y a beaucoup de corruption au sein du régime de Ouattara. Mais on ne l'entend même pas sur le fait de la corruption. Il le dit. Vous le savez parce que vous êtes certainement, il vous chuchote à l'oreille. Non, mais pas forcément qu'il me chuchote à l'oreille, parce qu'il en parle aussi sur des chaînes de télévision. Quand il est interrogé, on peut vous donner effectivement des liens là-dessus sur souvent certaines vidéos. Mais il dit que la Côte d'Ivoire est une société corrompue. Oui, mais si, il le dit. Il dit aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. Quand on parle de bonne gouvernance, que lui, il arrive pour bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il reproche effectivement au régime en place. Il dit non, je viens pour bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Je vous apporte une nouvelle. C'est M. Philippe Arnonda. Oui. Vous le connaissez très bien. Oui, bien sûr. Voilà, qui a fait l'objet en fait d'accord d'une agression de personnes en Cameroun. C'est ça, oui. C'est un sujet d'actualité. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en dites? Ce qu'on en dit, personne en Cameroun, il y a même eu un débat. Oui, il y a des personnes qui sont allées chez lui à la maison pour l'agresser. Oui, c'était normal. Je pense que Maître a une précision à faire sur ce sujet avant qu'on rende l'antenne. Alors, c'est sûr qu'on a pu entendre des choses inacceptables et sur lesquelles j'attire vraiment l'attention de mes confrères et consoeurs du barreau d'Abidjan. La parole d'un homme de droit, ça compte. Et ça doit toujours compter. Surtout dans un pays qui compte 46% d'analphabètes. Il est inacceptable, et je le dis vraiment avec le ton qui soutient la colère qui m'anime sur ce point-là, que tous les jours se succèdent sur des chaînes et des plateaux télé des gens qui n'ont strictement aucune compétence juridique, ou alors qui en ont, mais bon, qu'ils ont cédé à des partis politiques pour abrutir, abêtir un peuple qui demande à être éclairé. Et je suis taiseux, ordinairement taiseux. J'assiste depuis la publication de la décision du Conseil constitutionnel à un certain nombre d'hérésies juridiques. Et j'en appelle vraiment à un sursaut du barreau d'Abidjan pour que des répliques appropriées soient portées face à ces calamités juridiques qui heurtent, qui abrutissent, qui abêtissent et qui ont vocation, ma foi, à tuer en tout Ivoirien vraiment l'esprit critique et la liberté tout court de penser. Voilà. Donc vraiment, pour moi, c'était important de revenir là-dessus. Merci beaucoup, Maître. Merci merci à tout le monde qui a fait la passe pour qu'on puisse aborder ce sujet. Un mot pour terminer, M. Bongo. Sur votre candidat. Sur mon candidat, comme je dis. Mais c'est la face aux Ivoiriens. Je dis que mon candidat, il est face aux Ivoiriens par rapport à ce que vous dites. Il a toujours été là. Là, on commence la campagne à partir du 10. Nous, ici, en Europe, moi, j'entame une tournée de remobilisation, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que depuis le 21, c'est vrai, effectivement, il y a eu une petite cassure. C'est pas ça, parce qu'il faut préciser, c'est que le candidat, compte tenu de ses liens avec le PDCI, parce qu'on en débattait régulièrement pour voir quelles sont les dispositions à prendre pour aller de l'avant. Est-ce qu'il est soutenu par le PDCI ou pas, ainsi de suite. L'élaboration, par exemple, du projet de société qui devrait être fait. Donc tout ceci a dû prendre du temps. Et nous sommes là-dedans. Est-ce que la candidature va être retenue? Est-ce qu'on aura les parrainages? Par-ci, par-là, on est accompagné par qui? Donc à partir du moment où tout ceci est réuni aujourd'hui, je crois que nous sommes prêts. Comme le dit tout à l'heure, pour les moyens qui doivent être mis en place. On entame la tournée européenne, comme je vous le signalais tout à l'heure. Le 10 déjà, nous faisons une grande conférence ici, avec toute la presse.
pour, de façon simultanée, commencer le début de la campagne. Et aussi, le 18 ou le 19, on aura le grand meeting à Paris où le candidat sera là. Et avant ça, peut-être qu'il certainement il sera vous suivre. Nous serons en tout cas ravis de le Mais recevoir. pour vous dire que Bion, il est vraiment prêt pour apporter une nouvelle façon de diriger un pays sur le plan démocratique et apporter aussi aux jeunes vraiment la réponse à leurs questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci à la bande. Président, Carly, vous êtes un peu fâché contre moi là. J'ai Non, je limité suis pas votre temps de fâché, parole je aujourd'hui. suis un peu circonspect, vu ton état, tu m'allais un peu gripper. Il fallait malade, le je suis un signaler, peu malade. signaler à nos téléspectateurs que Je tu as suis fait un pas- effort transcendantal pour être présent là, et c'est à saluer. C'est pas Merci, parce que président. tu les aimes et Merci. que tu tiens à eux. Donc Merci c'est Bion beaucoup. qui a de la chance alors. Merci à Rebecca Godebecq à la réalisation. Bonne suite de programme et à bientôt.